Enquête et investigation. Après le papa de Manil, j'appelle maintenant la maman qui vit en permanence avec son bébé. Elle est avec lui en ce moment. Safia Blidi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Manil. D'abord, comment va Manil puisqu'il est avec vous? Oui, on peut dire ça va, malgré il a des petits problèmes, très bien. On peut dire des petits problèmes, mais j'espère que ça va pas engendrer de grands problèmes pour sa santé. Il a un petit champignon au niveau digestif. Bon, ça va pas s'enlever jusqu'à guérison totale de sa maladie. Il a un petit peu la toux, c'est au niveau de la gorge, il y a un nez qui coule. Bon, ça fait longtemps que ça traîne et ça ne guérit pas. C'est ça leur problème. Quand c'est des germes comme ça, banaux, ça guérit pas. Ça guérit pas ou j'espère que ça va pas se compliquer. Bon, il est enrhumé donc et puis il a des champignons, hein, vous me dites. Voilà, et évidemment. Voilà. Oui, des champignons au niveau du tube digestif. Évidemment, bon, le problème quand on a un enfant comme ça qui n'a plus de défense immunitaire, c'est que il attrape n'importe quoi et effectivement ça traîne, comme vous dites. Oui, ça traîne et ça peut lui être fatal pour certains types d'infections. Qu'on essaye, voilà, c'est que le problème, c'est qu'il est à la maison, il n'est pas hospitalisé parce qu'il n'y a pas de bulle chez nous. Oui. Il y a aucun hôpital qui est équipé pour ce genre de maladie. Alors donc il n'y a pas de bulle effectivement adaptée aux enfants et vous avez donc vous devez donc prendre toutes les précautions chez vous. C'est comme votre maison, c'est comme une immense bulle finalement. Oui. Appartement bulle. Appartement bulle. Il y a que sa maman qui le touche, des visites strictement interdites, donc il y a que moi et les deux enfants. Bon, même je l'envoie même pas à l'école parce qu'elle peut ramener d'autres infections de l'extérieur qui peuvent lui être fatales, comme on va dire l'exemple de la varicelle, etc. Et il n'a vraiment aucune défense contre ce genre de maladie. Oui, parce qu'il ne peut pas être vacciné. Oui. Il peut pas être vacciné. Il y a plusieurs infections qui peuvent vraiment lui être fatales. Alors donc la sœur Manel ne va pas à l'école, vous nous expliquez, de peur qu'elle rapporte des microbes quoi. Bon. Alors comment faites-vous cette maison? Elle a été équipée spécialement? Qu'est-ce qu'on fait? On traite l'air? Non, pas équipée spécialement. Justement, c'est juste le nettoyage presque quotidien et je ne laisse toucher à rien du tout. Donc il faut se laver les mains tout le temps avant de le prendre. Il faut pas le laisser toucher à rien du tout. Et bon, la moindre, par exemple, égratignure, il faut que je la désinfecte immédiatement. L'allaitement est exclusivement au lait maternel, donc j'essaie vraiment de minimiser tout risque de le contaminer. Oui, ça, on essaie de faire de notre mieux. Votre mari nous a expliqué effectivement qu'on ne pouvait alimenter votre enfant qu'au sein. Hein. Qu'au sein, voilà. Parce que notre alimentation pourrait lui donner d'autres infections, parce que elle apporte toujours des germes qui sont nocifs pour lui. Ça doit être pénible pour vous, Safia. Ça doit être dur psychologiquement parce que c'est une attention de chaque seconde que ça vous réclame. Oui, vous ne pouvez pas vous permettre. Voilà, une attention et un stress de peur qu'ils sont malades tout le temps. Donc, le problème, c'est que ça traîne pour l'opération. Donc, chaque jour, vraiment, c'est un jour de stress. Bon, on peut dire que c'est comme si je suis dans une prison aussi, coupée de l'extérieur. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Ouais, qui plus est, vous ne pouvez même pas voir votre mari, quoi, pratiquement. Enfin, vous le voyez, mais... Voilà, on se voit pas vraiment, en fait, on se voit pas. Oui, vous n'êtes pas... c'est pas une vie de couple, c'est pas une vie de couple, voilà. Comment... alors, vous suivez évidemment cette course contre la montre, hein, parce que on le sait, le temps est compté pour Manil. Voilà. Vous avez déjà perdu un enfant, Zachary. Vous n'avez bien sûr pas envie de revivre un tel drame. Et alors, comment faites-vous? Vous y pensez tous les jours ou au contraire, vous essayez de ne pas y penser? C'est ça, justement, c'est qu'on y pense tous les jours et des fois, c'est le fait de ne pas, de le voir encore, il n'a pas encore atteint le même stade, on va dire, que son frère, parce que son frère, quand on a découvert la maladie, c'était vraiment
il avait plusieurs infections en même temps, il savait pas comment le guérir, etc. Donc, avec celui-là, on a pris toutes les précautions nécessaires à l'avance, donc, mais toujours avec la peur de revivre la même chose. Mais quand vous avez conçu cet enfant, vous saviez que ça pouvait à nouveau arriver? Oui, mais on savait. Donc on s'est préparé. Oui, mais vous aviez trop envie d'avoir encore un enfant, un garçon? Oui. On n'a pas envie d'avoir d'autres. Déjà même avec celui-là, vraiment, c'était pas vraiment prévu parce que je voulais pas revivre la même chose avec mon petit enfant qui est décédé. Donc on voulait pas avoir d'autres enfants. Mais on a eu celui-là et il a exactement la même maladie. Donc c'est difficile et c'est qu'il a la chance d'être soigné, d'être guéri, mais ça n'aboutit pas encore. Safia, bon, je vais vous poser cette question qui est très difficile évidemment pour vous, mais je suis obligé de vous la poser. Oui. On le sait, la maladie, elle est transmise par la maman, donc par vous. C'est quelque chose que vous vivez mal, vous vous sentez coupable? Pas précisément, non. Parce que comment on a tous une moitié d'un patrimoine génétique qu'on connaît même pas avec le nombre de maladies que nous avons dans les gènes. Donc si cette maladie elle s'est déclarée, nous le savons, c'est tant mieux. C'est encore tant mieux pour les enfants parce que on va faire le nécessaire pour les soigner, etc. Donc je ne sais pas, c'est parce que le fait précisément de le savoir, non, ça ne me dérange pas vraiment. Oui, c'est une maladie. Oui, c'est une maladie qui est assez présente, je dirais, au Maghreb, parce qu'il y a beaucoup de mariages consanguins, des mariages entre cousins et cousines, notamment. Oui, mais c'est pas notre cas. C'est pas votre cas. Oui. Quelle est votre vie quotidienne, Safia? Comment vous levez tôt, j'imagine? Oui, quand il se réveille justement, donc avec lui, les petits soins, ses traitements, je commence par ses traitements, de le nettoyer, sa toilette quotidienne. Et s'il me laisse, il faut justement tout le temps avec lui jusqu'à ce qu'il dorme pour que je puisse faire, je sais pas, manger ou prendre soin de ma petite fille. Donc vraiment tout le temps avec lui, aux petits soins avec lui. En fait, vous vous sacrifiez, quoi. Oui. C'est-à-dire chaque minute et chaque seconde, je pense à lui et si j'ai un petit peu de temps comme ça, je fais comme des petites recherches dans Internet, etc. pour mieux prendre soin de lui, le maximum. Sa petite sœur, Manel, elle comprend ce qui se passe? Oui, on essaie de lui expliquer. Je crois que elle est assez grande, on va dire, parce qu'elle a que 5 ans, mais elle est assez grande pour comprendre. Et je crois qu'elle a compris, mais c'est aussi difficile pour elle. Oui. Vous avez rencontré d'autres mamans qui vivent le même cas que vous ou pas? Oui, à l'hôpital. À l'hôpital, bon, il y a d'autres défis. Elles ont d'autres enfants qui ont les déficits immunitaires, mais pas aussi sévères que le nôtre. Parce que le nôtre, c'est comme ils disent, ils survivent pas plus d'une année. Parce que même les vaccins, justement, ça les rend malades. Donc, ils ne survivent pas. Ils ne survivent pas. Oui, ils ne survivent pas plus d'une année, vous nous dites. Et votre enfant, il a 7 mois. Il a 8 mois actuellement. Il a 8 mois. Il a 8 mois, ce qui veut dire que il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour dans 4 mois, quoi, parce que voilà, dans 4 mois, il aura 1 an. Oui. On espère. Bon, il a un traitement, on va dire, complémentaire qu'on lui fait à l'hôpital, c'est des immunoglobulines pour aider un petit peu son immunité, mais c'est pas suffisant. Parce qu'il y a des germes, on va dire des germes cellulaires. Il n'a aucune défense, vraiment aucune défense contre ces germes. Comme par exemple, je vous dis comme l'exemple de la varicelle, s'il l'attrape, c'est vraiment, ça va lui être fatal. Vraiment, et sur une courte période. Ouais.
Oui, c'est rapide. Safia, qu'aimeriez-vous dire à tous les gens qui sont à votre écoute là actuellement, qui écoutent la radio? Qu'aimeriez-vous leur dire? Donc, pour toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous aider, je leur remercie vraiment beaucoup. Et j'espère que ça va vraiment aboutir pour faire l'intervention dans les plus brefs délais. Et pour toute personne vraiment qui peut faire quelque chose pour nous aider, ce sera vraiment le moment de le faire. Oui, on sent votre émotion. Mais vous gardez l'espoir quand même. Oui, je garde l'espoir malgré, je passe par des périodes de désespoir, mais on a l'espoir. Oui, ça vous arrive de pas avoir le moral du tout, de pleurer? Ouais. C'est surtout plutôt quand ça traîne comme ça et quand le temps passe et ça traîne, donc je passe vraiment par des périodes de désespoir. Ouais. C'est plutôt le soir quand vous vous retrouvez seul, que l'enfant dort et que vous êtes face à votre conscience. Ça peut être des moments de la journée, des fois le soir, ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Donc on attend toujours, une bonne nouvelle. Quand il m'appelle mon mari, j'attends toujours qu'il m'annonce une bonne nouvelle. Voilà, c'est bon, le rendez-vous c'est telle date et on va attendre telle date pour l'intervention. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien de concret. Eh bien, écoutez, Safia, j'espère que cette émission aura pu contribuer modestement à vous aider, ne serait-ce qu'à informer les gens que ça existe et peut-être, je l'espère, votre appel sera-t-il entendu. Oui, merci beaucoup, merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.
Cold Song. Voilà, j'ai souhaité écouter cette musique, cette chanson. Juste après le témoignage de la maman de Manil, parce que je pense que ça collait bien. Et puis, pour la première fois, on a reçu vraiment des dizaines et des dizaines d'appels téléphoniques au 3628 Sud Radio depuis le début de cette heure, depuis les témoignages du papa et de la maman de Manil, parce que vous avez voulu, vous aussi, témoigner de votre affection pour cet enfant, de votre émotion. Voilà, vous pouvez le faire toujours au 3628 Sud Radio, ou bien par SMS, vous envoyez le mot clé Sud en majuscule SUD, suivi d'un espace, puis votre message au 71 200. Dans un instant, les infos. Il faut sauver le bébé Manil. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. C'est un cri d'alarme. Vous avez entendu ses parents tout à l'heure. Le papa, la maman, c'était émouvant bien sûr. Ils ont déjà perdu un bébé il y a exactement 2 ans. C'était au mois de janvier 2010. Un bébé de 7 mois. Aujourd'hui, Manil a 8 mois. En général, les enfants qui sont atteints de ce mal, un déficit immunitaire combiné sévère, eh bien, ne survivent pas à leur premier anniversaire. Ils meurent bien souvent avant. Manil a 8 mois, il a absolument besoin d'une greffe de moelle osseuse. On a le donneur, plus exactement la donneuse, c'est sa petite sœur, sa grande sœur de 5 ans. Le chirurgien, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est qu'en Algérie, on ne peut pas réaliser de greffe sur un enfant de moins de 4 ans. On n'a pas la technique. On pourrait le faire en France, mais la France, et c'est peut-être normal, la CNAM exige le paiement d'avance parce que la sécurité sociale algérienne, la CNAS, eh bien, n'honore pas les factures. Voilà pour la situation. Vous avez été très nombreux à être émus par ces témoignages. Plusieurs dizaines d'appels en première heure. Certains d'entre vous interviendront dans le débat. Vous pouvez appeler le 3628, réagir également par SMS. Et puis, allez sur la page Facebook qui s'appelle Bébé Manil, vous verrez. Il y en a plusieurs, il y en a une avec 3053 personnes qui en parlent, 22 140 personnes qui aiment ça. C'est la page officielle Bébé Manil, voilà, en Algérie. Pour commencer ce débat, Nathalie Bissot, bonjour. Oui, bonjour. Je disais, il faut sauver le bébé Manil. Ben, vous, on n'a pas pu sauver votre bébé, Nathalie. Non, tout à fait. Ma puce a été dépistée trop tard parce que je ne savais pas qu'elle avait une maladie puisque c'est un bébé qui évoluait normalement, sauf qu'elle était avec des reflets un petit peu jaunes et c'est ma pédiatre qui, à l'examen du 2e mois, m'a dit mais Nathalie, je pense que elle a peut-être quelque chose au foie, on va quand même faire une écho et une prise de sang et elle avait raison, sauf que je suis arrivée trop tard au CHU de Bicêtre qui est le centre de référence des maladies rares du foie et ma puce donc avait son foie qui était trop dégradé et elle a eu besoin d'une greffe très tôt avant son premier anniversaire et malheureusement quand les greffes se font à l'âge bébé il y a énormément de complications et elle n'a pas survécu, elle a eu besoin de 2 greffes. Moi j'ai passé 1 an avec elle à l'hôpital à Bicêtre, donc séparée de mon mari et de ses 2 frères qui eux sont restés à la maison pour assurer le quotidien et moi je vivais donc à la maison des parents hébergée par la Croix-Rouge dans un confort qui rappelle certains camps de concentration pour pas exagérer mais c'était un peu ça. Et donc, c'est difficile parce qu'on est éloigné de sa famille, on perd. Et puis qu'on a peur pour son enfant à chaque seconde. On a peur pour son enfant parce que pareil, on a une épée de Damoclès, on sait que c'est la greffe qui va le sauver. Qui était le donneur ou la donneuse ? Alors moi je pouvais pas donner, c'est-à-dire que de suite avec mon mari on a posé la question parce qu'on sait qu'on peut donner de son vivant. Malheureusement ma puce étant trop bébé. On peut donner de son vivant mais uniquement si on est parent ou si on est marié d'ailleurs. Voilà, que si on est parent, mais il y a aussi des complications physiques, c'est-à-dire. Mais un ami ne peut pas donner, même un petit ami. Ne peut pas donner. Et moi il me fallait quelqu'un, par exemple mon fils qui avait à l'époque du haut de ses 6 ans son frère et qui me disait mais maman mais je veux sauver ma sœur et je veux donner un bout de mon foie parce qu'il savait qu'il nous fallait un foie pédiatrique. Sauf que quand ce sont des bébés, ils préfèrent malheureusement des foies cadavériques puisque c'est plus facile pour greffer, il y a moins de sang, c'est beaucoup plus facile et plus aisé pour les chirurgiens. Ce qui fait que du coup ils nous ont refusé d'emblée la greffe potentielle d'un donneur vivant. Donc on a été mis sur une liste d'attente. Oui. Je voulais vous dire qu'il
qu'il faut absolument sensibiliser les Français aux dons d'organes. Il faut dire oui, il faut le dire à son entourage. On n'a pas besoin de carte de donneur, il suffit de le dire. Il suffit de le dire, de remplir évidemment des conditions médicales, être compatible, et puis les conditions légales. Encore une fois, tout le monde ne peut pas donner. Enfin, en tout cas pour mais quand on décède, on peut faire le choix de dire le jour où je vais mourir. On en parle à son entourage. On dit moi j'aimerais bien quand même donner mes organes. On sait qu'on peut sauver 6 personnes et dont des bébés. Donc il y a des gens qui par solidarité ont envie de faire cette action en partant et en disant au moins mon décès fera une bonne action, si j'ose dire. Et il y a des familles qui osent dire oui parce qu'ils en ont parlé avec leur entourage. Et donc on n'a pas besoin d'une carte de donneur. Il suffit de le dire à son entourage. Alors, qu'on est d'accord. Nathalie Bissot, vous restez bien sûr avec nous. Merci pour ce témoignage émouvant. On le répète, vous avez perdu un enfant. On imagine votre douleur. Elle a 15 mois et elle était super. Alors, on a compris également que votre enfant... Vous parlez justement du réflexe qu'il faut que toutes les mamans aient. Pour pas qu'ils se reproduisent exactement la même chose que moi et que les enfants qui sont atteints de ce genre de maladie soient greffés au plus tard. Donc les mamans, regardez la couleur du caca de vos bébés. Et si le caca est de couleur claire, allez consulter votre médecin, c'est qu'il y a un souci au foie de votre enfant. Alors il existe plus d'une centaine de pathologies, elles sont pas toutes graves, mais par contre, ce réflexe, il faut le garder. C'est un réflexe de grand-mère qui se faisait à l'époque, mais qui ne se fait plus. Des selles trop blanches, effectivement, en général, sont mauvais signes. Vous restez avec nous, Nathalie Bissot. On va quand même reparler du bébé Manil, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, mais qu'on va élargir bien sûr aux greffes en général. Farid Slimani est avec nous. Bonjour Farid Slimani. Oui, bonjour. Vous êtes porte-parole du Conseil représentatif des étrangers et proche de cette famille Blidi. Restez avec nous, je vous reprends dans un instant. Je voudrais avoir Noël Millepied, le professeur Millepied. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française de greffe de moelle osseuse et chef du service hématologie au CHU de Bordeaux. Exact. Professeur, d'abord, est-ce que ces cas restent quand même rarissimes, j'allais dire, le cas de déficit immunitaire combiné sévère, lié donc au chromosome X? Oui, ce sont des maladies qui sont très rares. Elles existent bien entendu, la preuve, mais elles sont rares. Et parmi toutes les maladies qui affectent le système immunitaire, il y en a de très nombreuses. Celle-ci en fait partie bien entendu, mais une des plus rares. Elle n'attaque que le chromosome X ou il y a d'autres formes qui s'attaquent au Y et donc qui touchent les filles? Donc là, on est dans le cadre d'un déficit immunitaire très particulier qui est lié à un défaut qui porte sur le chromosome X principalement. Et donc, il n'y a pas d'autre... cette catégorie particulière de maladie est liée à ce défaut chromosomique et donc elle ne touche pas les filles. On disait que ces enfants ont du mal à passer le cap de la première année. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système immunitaire qui est totalement défaillant et vous savez que pour pouvoir survivre dans le monde qui nous entoure, il faut que notre système immunitaire soit capable de nous défendre, c'est-à-dire de lutter contre tout ce qui peut nous agresser. Et à partir du moment où le système immunitaire ne fonctionne pas, les agressions auxquelles on va être confronté, notamment des agressions virales par exemple, ne vont pas pouvoir être contrôlées par notre organisme, enfin par l'organisme du bébé en question. Et dans ces conditions-là, il n'y aura pas des moyens de pouvoir survivre à une agression infectieuse qui va se répéter, qui peut prendre des proportions qui sont gravissimes et mortelles d'ailleurs. Bien sûr, vous avez entendu parler du cas du petit Manil? Je n'en ai entendu parler là assez récemment, oui. Ouais. Je vous demande pas de faire un diagnostic par téléphone, évidemment ça ne se fait pas. Non. Mais voilà, une greffe est nécessaire le plus vite possible. Dans une situation comme celle-là, le moyen de restaurer un système immunitaire fonctionnel, c'est de transférer ce système immunitaire et de le prélever chez un donneur et de le greffer à l'enfant. Et dans ces conditions-là, on peut espérer que le système immunitaire qui va être greffé provenant du donneur va exercer ses talents, si l'on peut dire, et va à ce moment-là permettre à l'enfant en question de pouvoir se défendre. Oui, c'est le traitement qu'on applique à l'heure actuelle à ce type de déficit immunitaire. Cellules qui sont prélevées chez un donneur qui doit être compatible. Très bien. De préférence, un membre de la famille.
Quand le membre de la famille existe, c'est ce qu'il y a finalement de mieux, mais lorsqu'il n'existe pas de membre de la famille qui est compatible au niveau de ce qu'on appelle le HLA, c'est-à-dire la carte d'identité biologique des individus, et dans ces conditions-là, on peut espérer trouver des donneurs dans des registres de donneurs volontaires qui existent dans le monde entier, en France comme ailleurs, et éventuellement utiliser d'autres sources de greffe dont on pourra discuter ultérieurement. Mais le donneur familial est le donneur idéal parce qu'il est évidemment le plus proche possible au point de vue du système HLA en question, et puis surtout parce qu'il est proche géographiquement et immédiatement disponible. La recherche d'un donneur sur un registre international prend un peu plus de temps et dans des greffes qui sont quelquefois urgentes, et il est pratique de pouvoir avoir ce type de donneur. Mais s'il n'existe pas de donneur intrafamilial, on peut éventuellement trouver des donneurs ailleurs. Bon, monsieur le professeur, vous restez avec nous. D'un mot, j'accueille Alain Garet. Maître Garet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat en droit de la santé. Quel barreau, maître? Paris. Barreau de Paris. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Nous avons beaucoup d'appels au standard de gens qui sont émus et qui souhaitent envoyer de l'argent. Alors, d'un mot, avant de parler de droit de la santé, ne pas faire n'importe quoi non plus, on n'envoie pas de l'argent n'importe où. Quel conseil peut-on donner? Je prends un peu au dépourvu, là, bon. Non, mais le conseil qu'il faut donner se base sur, tout d'abord, un constat dramatique, à savoir qu'un enfant fait les frais ou paie les pots cassés d'une dette hospitalière contractée par un État comme l'Algérie, et que... Oui, on nous précisait tout à l'heure que le système de sécurité sociale algérien, d'ailleurs, n'est pas un organisme d'État, mais un fonds privé. On ne peut pas entrer dans les arcanes du droit algérien en la matière. C'est une question de droit de la sécurité sociale, avec une convention... un accord de sécurité sociale entre la France et l'Algérie, qu'on se refuse d'ailleurs aujourd'hui à négocier parce qu'on évoque un impayé hospitalier, un serpent de mer, près de plusieurs centaines de millions d'euros, si j'en juge, à une déclaration faite par le sous-directeur adjoint des conventions au ministère des Affaires étrangères le 18 mai 2011 à l'Assemblée nationale. C'est un serpent de mer. Et aujourd'hui, Manil est en danger de mort en raison de la défaillance des autorités publiques algériennes en la matière. C'est connu en France, dans le cadre donc de ces négociations d'accords internationaux, et c'est dramatique. Oui, c'est dramatique. Alors, maître, ne quittez pas, nous marquons la première pause, il y en aura deux autres. La première pause, vous appelez le 3628 si vous souhaitez intervenir dans ce débat. À tout de suite. Disions-nous, avec maître Alain Garet, on expliquait qu'un impayé important de plusieurs centaines de millions d'euros de l'Algérie à la France allait peut-être tuer un bébé, ce qui est inadmissible, bien sûr, maître Garet. Alors, c'est inadmissible, il y a un rapport de cause à effet qui n'est pas direct, qui est indirect, qui est connu des autorités publiques françaises et algériennes, avec d'ailleurs en toile de fond une opacité totale et une confusion sur le montant de la dette hospitalière algérienne ici en France, mais on peut aussi s'interroger sur le rôle des pouvoirs publics en France, puisque une commission mixte franco-algérienne est chargée de la question de l'appurement des comptes en matière de soins de santé. On ne sait pas ce que fait cette commission, quels sont aujourd'hui les chiffres que l'on pourrait avancer. On oppose aux parents de ce bébé des chiffres quant à des montants, mais on ignore complètement la réalité. C'est dramatique car il s'agit, encore une fois, si j'ai bien compris, d'une question de vie ou de mort. Oui, et le chronomètre a été déclenché, le compte à rebours égrène les minutes et les secondes, on le sait. Farid Slimani, je reviens à vous. Bonjour, rebonjour. Porte-parole donc du Conseil représentatif des étrangers, proche de la famille Blidi. C'est vous êtes en France là actuellement, vous? Oui, je suis à Strasbourg. Vous êtes à Strasbourg et vous êtes le témoin, on peut dire le grand témoin de toute cette générosité de Français qui répondent à l'appel lancé par les parents de Manil. Tout à fait, il y a un réseau ici en France justement qui s'occupe du dossier de Manil pour sa prise en charge ici en France et aussi de tout cet élan de solidarité qui s'effectue ici en France et notamment de la part de la population, aussi bien de la communauté algérienne mais aussi bien des Français eux-mêmes qui témoignent de leur solidarité ici. Et aussi, on travaille dans le sens d'accepter l'hospitalisation de Manil dans l'un des hôpitaux français, justement à Strasbourg, Paris, Lyon ou même à Marseille.
Alors bon, il y a beaucoup de gens ici qui appellent pour faire des dons. Alors ils trouveront le numéro de compte chèque postal dédié sur la page Facebook Bébé Manil. Il y a plus simple aussi, c'est d'aller sur le site internet bbmanil.com qui peut les renvoyer vers la page Facebook où il y a les coordonnées bancaires et tout ça pour faire leurs dons. Voilà, bbmanil.com. Et les gens font avec leurs moyens et leur cœur comme ils veulent, comme ils peuvent. Farid Slimani, qu'attendez-vous? D'abord, est-ce que vous avez eu un contact, vous, avec les autorités administratives des différents hôpitaux auxquels vous avez, que vous avez sollicité, plus exactement? Oui, voilà. Alors, directement déjà à Strasbourg, les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont prêts à accueillir le bébé Manil pour son hospitalisation. Alors, il faut savoir que les compétences existent. Le chef de service pédiatre qui est ici à Strasbourg est prêt à faire l'intervention. Le matériel nécessaire est aussi disponible. Sauf qu'il ne peut outrepasser les contraintes administratives puisque la réponse négative a été délivrée par son administration financière, par l'intermédiaire de la responsable des admissions hospitalières qui refuse tout financement et toute prise en charge de la part de la CNAS algérienne pour le bébé Manil. Donc concrètement, ce qu'on nous demande, c'est une avance de la prise en charge qui va à 200 000 euros pour pouvoir prendre en charge Manil et pouvoir l'hospitaliser. Professeur Millepied, je me retourne vers vous. 200 000 euros, bon, c'est une somme conséquente. Oui. Évidemment, une famille classique n'a pas une telle somme, ne peut pas avancer une telle somme, même pour sauver son enfant. Alors on peut se dire qu'on est prêt à tout, même à faire peut-être des choses illégales, ce qui n'est pas le cas bien sûr de la famille de Manil. Oui. Comment peut-on justifier un tel prix? Alors je sais que vous n'êtes pas un administratif, vous êtes chef du service hématologie au CHU de Bordeaux. Oui. Le CHU de Bordeaux, je crois d'ailleurs à ma connaissance, n'a pas été sollicité, mais bon, voilà. Il aurait pu. Il aurait pu. Être sollicité pour ce genre de choses. Et la réponse aurait sans doute été la même. La même. Et ça ne dépend pas, une fois de plus, des chirurgiens, mais c'est bien une décision de l'administration. Donc exclusivement, oui. Voilà. Pourquoi une telle somme? Ça se justifie très certainement, mais nous ne comprenons pas. Alors, bon, il y a des frais d'hospitalisation, des frais de bloc opératoire. Non, on n'est pas dans un contexte chirurgical. Oui. La greffe de moelle, c'est un geste qui n'est pas chirurgical. Oui, c'est une ponction lombaire quand même. Non. On va prélever les cellules qui vont être injectées chez le receveur, chez un donneur. Donc il faut hospitaliser le donneur, prélever les cellules. Et puis ces cellules-là, elles sont mises de façon simplifiée dans une poche, comme une transfusion de sang, si vous voulez. Ensuite de ça, ces cellules sont administrées au receveur. Donc ça paraît d'une simplicité absolue. Simplement, le problème, si vous voulez, c'est que ça réclame des structures d'hospitalisation qui sont des chambres stériles, puisqu'il faut que l'enfant soit protégé pendant toute et une bulle. Un temps. Oui, c'est ça. On appelle ça vulgairement une bulle, mais donc des conditions d'hospitalisation stériles qui sont des conditions qui sont donc coûteuses en elles-mêmes. Et ça coûte aussi cher, ça? Ça dure longtemps. Ça se passe sur le temps que les cellules qui vont être injectées chez du donneur vers le receveur s'installent. Qu'ensuite de ça, toutes les complications qui sont susceptibles de survenir à la faveur de la réalisation de ce type de transfert cellulaire soient contrôlées, traitées, que les médicaments qui sont utilisés pour contrôler et traiter ce genre de phénomène-là et ce genre de complications qui peuvent survenir sont des médicaments qui font partie de ceux qui sont les plus coûteux à l'heure actuelle. Donc la totalité de la prise en charge, si vous voulez, c'est pas simplement on est hospitalisé, on a une intervention chirurgicale et on s'en va. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est une durée d'hospitalisation qui peut être d'environ 6 semaines à 2 mois, de manière à ce que les cellules en question puissent s'installer. Il faut que le système immunitaire du donneur, dont on a vu qu'il était indispensable, soit compatible. La compatibilité, même si on a un frère ou une sœur qui est HLA compatible, elle n'est jamais absolument totale. Les seuls individus qui seraient absolument compatibles, ce serait un frère ou une sœur jumelle, mais en l'occurrence, ça n'est pas possible puisqu'il y aurait la même maladie. Donc il y a quand même des petites différences et le système immunitaire du donneur peut, malgré tout, reconnaître le receveur comme étant pas complètement... Donc il peut y avoir un rejet. Une sorte de rejet, un rejet à l'envers, si vous voulez. C'est le donneur qui cherche à rejeter le receveur. Et donc tout ça, ça doit être contrôlé, ça doit être traité, ça doit être surveillé. Et donc, si vous voulez, on a une hospitalisation qui est relativement longue. Et une fois que la phase aiguë, on va dire, de l'hospitalisation, qui dure à peu près, on va dire 6 semaines à 2 mois, est passée, il y a toute une étape de surveillance qui doit être faite pour vérifier que l'installation s'effectue correctement. Quand je parle de l'installation, c'est l'installation des cellules. Et donc, il y a une longueur d'hospitalisation, une longueur
longueur de prise en charge, une difficulté de prise en charge, une utilisation de ressources médicamenteuses, humaines, etc., qui justifie le tarif qui est avancé pour la réalisation d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques, greffe de moelle pour simplifier. Et donc c'est le tarif qui est appliqué à l'heure actuelle quand on fait une greffe à un enfant ou à un adulte, puisqu'on le fait aussi chez des adultes, le coût que ça représente, c'est celui-ci. Bon, et pour un Français, c'est totalement pris en charge par la CNAM. Exactement. Donc on n'a rien à avancer. Non. Bon. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent parce que les hôpitaux français sont réputés, ont un véritable savoir-faire, qui viennent frapper à la porte des hôpitaux français. Oui, il y a des étrangers qui viennent et en règle générale, il se passe exactement ce qui se passe pour ce jeune enfant, c'est-à-dire que pour pouvoir les accepter dans les services, les médecins sont tout à fait d'accord en règle générale, mais pour pouvoir les accepter, il faut qu'il y ait une avance qui ait été consentie au niveau de la financière, une avance financière bien entendu, qui représente le montant de la partie initiale de l'hospitalisation. Alors les pays étrangers qui sollicitent la réalisation de greffes dans des services ou sont sollicités par des pays du Maghreb par exemple, mais font en sorte qu'il y ait une avance financière qui soit faite d'une manière ou d'une autre, de manière à ce que la greffe puisse être réalisée. On le fait de façon pas extraordinairement fréquente parce que vous avez mesuré le coût, c'est quand même assez compliqué, pas non plus de façon trop fréquente parce que en dehors des greffes pour des tout petits enfants comme celui dont on parle, il y a des pays, l'Algérie peut faire des greffes de cellules, des greffes de moelle chez des adultes, la Tunisie fait des greffes de moelle chez des adultes, et donc si vous voulez, ce sont des cas très particuliers qui peuvent éventuellement être envoyés dans nos services en France, mais il faut qu'il y ait une avance qui soit consentie auparavant. Alors, merci pour ces précisions, Noël Millepied, professeur, chef du service hématologie au CHU de Bordeaux. Vous restez avec nous, on est toujours avec Nathalie Bissot qu'on va reprendre dans un instant, qui est maman elle-même d'un enfant décédé, la greffe n'est pas arrivée à temps. Alain Garret qui est avocat en droit de la santé et Farid Slimani qui est un proche de la famille Blidi, la famille du petit Mamil. 36 28 Sud Radio pour nous appeler. Nous marquons une nouvelle pause.